Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. On corrige l'exercice 8, donc on attaque les ensembles. Hein. Alors pour commencer, reconnaissance des objets mathématiques, et c'est tout, hein, la nature de ces objets-là. Alors ça, c'est quel type? Eh bien ça, c'est un couple. Alors, il faut regarder les coordonnées, ou bien les composantes de votre couple, là. Ce sont des éléments de quoi? De E. Donc la première composante, elle appartient à E. Hein, et là, qu'est-ce qu'on doit mettre? Croix. La deuxième composante, elle appartient à E. Ensemble, qu'on a noté comment? Eh bien, au lieu d'écrire E croix E, on peut écrire E au carré. D'accord? Notation qu'on a tirée à partir de la multiplication, x fois x, x cap. Hein. Passons au deuxième objet. Là, c'est quoi? C'est un ensemble. D'accord? Alors déjà, ça paraît étonnant. Un ensemble appartient. Il n'y a pas de problème. On peut très bien écrire un ensemble appartient. Dans quel contexte? Eh bien, lorsqu'on a attaqué l'ensemble des parties d'un ensemble. Je suis en train de parler de ce paragraphe-là, l'ensemble des parties d'un ensemble. D'accord? Alors, vous voyez bien, le A, c'est une partie de E. Et je peux l'avoir comme un élément, voilà, appartient à quoi? À l'ensemble des parties. On vient de dire c'est une partie. Donc, partie de E. Donc, ça appartient à l'ensemble des parties de E. Alors, on est dans ce contexte exactement. D'accord? Hein? Alors là, on remarque que c'est le E en entier. Il appartient à quoi? À l'ensemble des parties de E, tout simplement. D'accord? Parce que les parties les plus évidentes sont la partie vide et la partie pleine. E, ce sont des parties de E. Hein? Hein? Alors peut-être que je dois compléter un petit peu là, hein? D'accord? L'ensemble des parties de l'ensemble vide, c'est quoi? On va éviter de dire que c'est l'ensemble vide. Hein? L'ensemble des parties n'est jamais vide. Hein? Donc, il contient juste l'ensemble vide comme élément. D'accord? Il n'y a pas d'autre élément. L'ensemble des parties de A, le singleton A plutôt. D'accord? Enfin, il y a déjà l'ensemble vide. On doit commencer toujours par l'ensemble vide et la partie pleine. Hein? La partie pleine ici, le E, c'est le singleton A. C'est tout ce qu'il y a. Lorsqu'on est face à des ensembles finis, il est utile d'ordonner ces éléments, d'ordonner suivant un sens. Là, c'est suivant le nombre d'éléments. D'accord? Les parties qui n'ont pas d'éléments, c'est-à-dire à 0 élément, les singletons, c'est-à-dire les parties à 1 élément, etc. Les parties à 2 éléments s'il y en a, les parties à 3 éléments, et on enchaîne. C'est tout. D'accord? Donc là, par exemple, on va faire comme ça. Les parties à 0 élément, il n'y a que l'ensemble vide. D'accord? Donc il n'y a que l'ensemble vide, les parties à 0 élément. Les parties à 1 élément, ce sont les singletons. Donc il y a le singleton A, le singleton B et le singleton C. D'accord? Voilà B, là c'est le C.
Puis, les parties à deux éléments. Les parties à deux éléments, il n'y a que l'ensemble en entier, la paire AB. Ah. C'est bon? Bien. On revient sur notre exercice, là. Alors là, c'est quel type? Ça, c'est un ensemble, c'est sûr. D'accord? Alors, je n'aurai fait le couple A à B. Donc ça, cet ensemble-là, on le voit comme étant quoi? Il y a comme étant une partie de E croix E. C'est bon? C'est une partie de quoi? De E croix E. Ce sont les singletons ici. D'accord? C'est un singleton. Le singleton. L'essentiel, c'est une partie de E carré. Là, c'est un couple. Donc, puisque c'est un couple, ça sera un croisé. D'accord? Un produit cartésien. De quoi? La première composante, elle appartient à E. C'est ça? Voilà, la première composante, elle appartient à E. Pour la deuxième composante, elle appartient à quoi? Eh bien, c'est une partie de E. D'accord? Donc là, je dois mettre quoi? L'ensemble des parties de E, encore une fois. Et c'est la même chose. Reconnaissance de la forme d'abord. Ça, c'est un couple. Donc là, je dois mettre un croisé. Un produit cartésien. D'accord? Produit cartésien de deux ensembles. Puisque c'est un couple. Alors la première coordonnée, la première composante, c'est quoi? C'est une partie de E. Donc que dois-je mettre là? Bien, c'est une partie de E. Là aussi, c'est une partie de E. Donc c'est P de E, croix P de E. Alors je peux très bien mettre P de E au carré, mais je le laisse comme ça. D'accord? Alors là, quelle différence avec le premier? Bon là, il s'agit d'un couple. Vous voyez bien une délimitation. Les parenthèses, ça c'est pour dire que c'est un couple. Alors que là, ce sont des accolades. Ça c'est pour dire que c'est un ensemble. D'accord? Donc c'est pas du tout la même chose. Alors là, c'est un ensemble et c'est une partie donc. Une partie de quoi? Je nomme les éléments d'IA là. Les éléments, ce sont des parties de E. Donc c'est l'ensemble des parties de E. C'est OK? Bon, ça paraît difficile, mais le problème ici, c'est reconnaissance de la forme et c'est tout. D'accord? Vous devez vous familiariser un petit peu avec ça. Les formes, le formalisme, c'est quelque chose de très important en mathématiques. Pour l'exercice 9, on vous donne deux ensembles. D'accord? Deux ensembles qui paraissent à première vue être égaux, mais c'est pas le cas. Déjà, les éléments de E, c'est quoi? E est constitué de quoi? Eh bien, des couples XY qui vérifient cette condition-là. C'est OK? Des couples de réels. Donc, E, déjà, c'est une partie de quoi? De R carré. Ça veut dire que là, c'est OK. Donc, la première, c'est OK. Qu'en est-il pour la deuxième? F, c'est quoi? F, c'est l'ensemble Z. Lorsqu'on vous donne XY dans R carré, X carré moins XY, c'est quel type? Eh bien, c'est un réel. Donc, on va dire F, c'est quoi? C'est l'ensemble des réels qui s'écrivent sous la forme X carré moins XY, tel que XY appartient à R carré. Donc là, les éléments de F, ce sont les X carré moins XY, d'accord? Et non pas les couples XY. ماشي تشوف appartient تقول لي راه هادو هما اللي قبل appartient راه هو l'élément ديال l'ensemble. Non. D'accord? Ah oui, ça marche, mais là non. C'est OK? Donc on venait de dire que F c'était quoi? C'est l'ensemble des réels qui s'écrivent comme ça, X carré moins XY. Donc c'est une partie de quoi? De R et non pas de R carré. Donc là la réponse c'est faux. F n'est pas une partie de R carré.
c'est plutôt une partie de quoi? Eh bien, c'est une partie de R. C'est bon? Là, comment obtenir un élément de F? Là, il suffit de prendre n'importe quel couple dans R carré, d'accord? Et de remplacer. Par exemple, je donne à x la valeur 1, à y la valeur 0. Qu'est-ce que j'obtiens ici? 1 au carré moins 1 fois 0, eh bien c'est 1. Donc on va dire que le 1 appartient à f. C'est bon? Bon, je précise là. Donc on a dit que E est une partie de R carré. Donc si je prends un élément dans R carré, la question sera quand est-ce que c'est un élément de E? Alors je le fais ici. Soit x, y un élément de R carré. Quand est-ce que x, y appartient à E? Eh bien, si seulement si. La condition, vous la voyez là. Ah ouais, tel que. D'accord? C'est bon? Alors, qu'en est-il pour f? Donc, f, je dois me fixer une variable dans R et non pas dans R carré. Soit x dans R, quand est-ce que x appartient à f? Je fixe une variable où ça? Dans R. Quand est-ce que x appartient à quoi? À f. Bien, votre réponse, eh bien, si seulement si, il y a un couple, donc il y a, c'est-à-dire il existe, voilà, il existe un xy dans R carré, tel que x est égal à quoi? Est égal à x carré moins xy. C'est bon? Bien, alors vous voyez bien peut-être qu'il y a une bêtise, ça ne tient pas ici, hein? Où est la bêtise, hein? C'est au niveau des lettres que vous avez données à vos paramètres, hein. D'accord? Là. Bon, le y, pas de problème, mais le problème vient de x, là. Le x, il est fixé à l'extérieur, hein. Et là, vous êtes en train de dire, il existe un x, ben non. Donc, on va mettre AB, c'est mieux. Ouais, in kan y ma fiche mouchkil, hein. AB, tel que x égale à quoi? A au carré, moins A fois B. C'est ok? Après, je vous les x appartient à f. Si vous êtes en mesure de me donner deux réels pour lesquels x égale à carré moins AB. C'est ce que j'ai fait ici pour le 1. J'ai dit que 1 appartient à f parce qu'on avait écrit 1 sous la forme 1 au carré moins 1 fois 0. Alors, pour la troisième question, est-ce que le couple xx plus 1 de réel appartient à E? Eh bien, on n'a qu'à utiliser notre caractérisation de l'ensemble. Quand est-ce qu'un couple appartient à E? Eh bien, si seulement si. Alors, on recopie tout simplement. Donc, la première coordonnée, c'est x. La deuxième, ça, le y là, il sera pris par x plus 1. Donc, au lieu de y, on va mettre x plus 1. C'est OK? Donc, la question est, est-ce que x carré moins x fois x plus 1 est positif? Bon, on n'a qu'à continuer notre raisonnement par équivalence. Alors, x carré moins x, donc là en développement, ça sera moins x carré, ça se simplifie, ça nous laissera donc juste un moins x. Ah, donc alors si je mets dans un réel, est-ce que moins x est positif? La réponse est
et non. Donc, hein, cette phrase-là, elle est fausse. Hein. Logiquement, lorsque la phrase commence par quel que soit et que vous dites qu'elle est fausse, il faut donner un contre-exemple. D'accord? Alors, je n'ai rien comme contre-exemple. Il suffit de donner quelle valeur à x? Eh bien, si je donne à x la valeur 1, d'accord? Hein, pour x, pardon, c'est là où je vais écrire. Pour x égale 1, notre couple, lui, c'est 1, 2, c'est ça? Ça va donc ici 1, et là c'est 2. Alors le couple 1, 2, il n'appartient pas à E, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'il n'appartient pas à E? Parce qu'il ne vérifie pas la condition d'appartenance là. C'est OK? Alors vous faites la même chose pour la quatrième question, rien ne change. D'accord? Strictement rien. Passons à la cinquième question. Est-ce que R plus est une partie de F? Déjà F, on a dit que c'est une partie de R. Hein? Alors on se demande est-ce que cette partie de R est inclue dans F? Bon, dire que R plus est inclus dans F, c'est dire que tous les réels positifs sont dans F. Alors quand est-ce qu'un X est dans F? Alors vous voyez votre condition qui est là. C'est bon? Donc voilà, je la recopie. Je prends un réel, dire que R plus est inclus dans F, c'est dire, voilà, j'écris là, équivalent à quoi? Hein, quel que soit, où est-ce que j'écris là, quel que soit X dans R plus, X et quoi? Et dans F. Voilà, ça c'est l'affaire de A inclus dans B. Bon, je vous rappelle là votre cours. Je suis en train de parler de cette propriété-là. Quand est-ce que A est inclus dans B? Bien si seulement si tout élément de A est dans B. Voilà, celui-là. C'est OK? Donc je prends, donc pour démontrer une propriété comme ça, je me fixe un X ou ça, et bien dans R+, hein. Alors, est-ce que X est dans F? Bon, se poser cette question, c'est se poser la question de l'autre côté. Est-ce qu'il existe? Hein? D'accord? Et on voit la chose comme étant une équation. Une équation combien d'inconnus? Il y a deux inconnus là. Alors là, comme on vous demande juste l'existence, c'est-à-dire ما كنقولكمش حلوا لنا المعادلة, non. Il suffit juste de donner, si possible, une solution, hein, et ça y est, la réponse est, la phrase là, elle est correcte. C'est bon? Une phrase qui commence par existe, pour dire qu'elle est vraie, il suffit de donner un exemple. Alors regardons de près ce qui se passe là. Pour le x il est pris positif, il est dans R+. Là c'est a carré moins ap, alors c'est presque positif. Alors si on arrive à se débarrasser de ce ab, en donnant à b la valeur déjà 0, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on aura après? X égale a carré, et bien sûr a, je peux lui donner donc la valeur racine de a, voilà. Donc mon x là, je peux l'écrire comment? X est égal, alors a carré moins ab, avec b égale 0,
Le A, je viens de dire, on va lui donner la valeur racine de x, racine de x. Et voilà, ce sera correct, la racine de x au carré. C'est ok ça? Donc je viens de mettre en évidence un couple de réels, je n'envoie A ou B, racine de x, 0, 1, tel que x égale a carré moins b. Donc le x, il appartient à bien à f. D'accord? Ça y est, donc on est parti d'un élément de R+. On a montré qu'il est dans F, ça veut dire que R+ est inclus dans F. C'est bon? Passons à la question suivante. Ah, c'est de même type, je crois. Hein? Je rejoins ce qui était écrit là. Est-ce que x carré plus 1 moins 1 appartient à f? Bien ça appartient à f. Si seulement si, ça. Ok, pardon. Là. Mais c'est pour ce x là cette fois-ci. Bien, donc peut-être qu'un petit calcul s'impose. Alors, c'est quoi ce x carré plus 1, ce x plus 1 au carré moins 1? Eh bien, ça sera donc x au carré plus 2x plus 1 moins 1, et ça se simplifie, donc c'est x carré plus 2x, c'est tout. C'est bon? Est-ce que ça, on peut le mettre sous cette forme? Eh bien, c'est presque ça, il y a juste un moins qui manque, donc on va le forcer ici. On va forcer le moins. Donc le plus là, je vais l'écrire comme étant un moins. Voilà, moins 2x. Et voilà, c'est ok. Donc il suffit de commencer par le x là, pour forcer la chose. Et le moins 2, je dois le mettre entre parenthèses. A carré moins a fois b. Donc la réponse est affirmative. Quel que soit x dans R, x plus 1 au carré moins 1, il appartient bien à f. Ça y est, c'est bon. Pour l'exercice 10, on va parler ici des applications, c'est ce qu'on appelle des applications caractéristiques. Alors voilà comment est-ce qu'on définit l'application caractéristique d'une partie de E. Je me fixe une partie A de E. Je la prends ici par exemple égale à l'ensemble constitué de C, D, E. C'est quoi l'application qui de A? L'axe X de A, je ne me souviens pas bien, d'accord? Bien, les éléments qui sont à l'intérieur, on va dire que ce soit quelque chose de positif, donc on va leur associer la valeur 1. Quant aux éléments qui n'appartiennent pas, qui sont à l'extérieur de A, eh bien on va leur associer la valeur 0. C'est ce qui est écrit. X, je lui donne A s'il appartient à A, 0 sinon. C'est ok? Alors, on vous demande de préciser c'est quoi l'application caractéristique de l'ensemble vide. Eh bien, il suffit de prendre un x dans E et de voir là, est-ce que x appartient à l'ensemble vide? Eh bien non, x n'appartient pas à l'ensemble vide. Donc on va lui associer la valeur 0. Et ça pour n'importe quel x dans E. Donc qui de l'ensemble vide, ben c'est quoi? C'est l'application qui est égale à 0 partout. Pour n'importe quel x dans E, x n'appartient pas à l'ensemble vide et donc
L'application va prendre la valeur 0 en ce x là. D'accord? Bon, on va la laisser comme ça. Hein. C'est quoi qui de E maintenant? Eh bien, on fait la même chose. Je prends un x dans E. Je me pose la question, est-ce que x est dans E ou il n'est pas dans E? Ben, on vient de dire qu'il est dans E. Et donc, je dois lui associer quoi? Le 1. Donc, c'est l'application qui est égale à 1 pour tout x dans E. Il n'y a pas d'exception. Ça, c'est l'application partout égale à 1. Bien. Alors, montrons ces petites équivalents, ces petites propriétés, pardon. Première question, on vous demande de montrer que A est inclus dans B. On peut l'interpréter à l'aide des applications caractéristiques. Ça caractérise bien l'ensemble, d'accord? Bon, alors, on peut montrer peut-être ça. Alors, A inclus dans B, on rappelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x dans A, Z, quel que soit x dans A, x est dans B, c'est ça? Bien. Donc, montrer que qui de A est inférieur à qui de B, ça revient à montrer quoi? Ça, c'était bon, montrer ce que je suis en train de faire ici. D'accord? Ça revient à montrer que quel que soit x, z, dans E. D'accord? On est face aux applications. Quand est-ce que f est inférieur à g? D'accord? Eh bien, si seulement si, quel que soit x ou ça, dans l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, vous le voyez bien, c'est E en entier. C'est bon? Pour chaque application. Que ce soit pour f ou pour G. C'est bon? Quel que soit x dans E, qui a de b de x, est inférieur à qui b de x. C'est-à-dire f de x inférieur à f de g de x, pardon, tout simplement. C'est bon? Donc pour comparer ces valeurs-là, f de x et g de x, d'accord? Puisqu'il n'y a que le 0 et 1, c'est simple. Donc on va juste prendre un x dans E et comparer ces valeurs en faisant une disjonction d'écart. Bien. Alors ça, c'était juste un rappel. Alors montrons l'équivalence proprement dite. Donc on va procéder par implication dans les deux sens. Premier sens, le sens direct peut-être. Non. Et ok. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais prendre? Je pars de ce côté-là pour aboutir à ce côté-là. D'accord? Je suis en train de montrer ce sens-là. C'est ok? Donc on va supposer que A est inclus dans B. Supposons que A soit inclus dans B. D'accord? Et montrons que ça. Alors pour montrer ça, la phrase elle commence par quel que soit. Je prends donc, je me fixe un x dans E. Et je m'intéresse à qui a de x et qui b de x. Donc pour déterminer clairement ces valeurs, la valeur
qui A de x dépend, hein, est-ce que x appartient à A ou non. Donc on va discuter les cas, hein. Distinguons pour le raisonnement par disjonction de cas, hein, je rappelle la forme générale, c'est soit vous avez le cas, soit vous avez sa négation. Hein. Quand bien même vous voyez qu'il y a 10 cas, alors il y a des imbrications, des sous-cas le cas général. C'est ce qu'on va voir peut-être ici. D'accord? Donc premier cas, je vais raisonner sur le x. Est-ce qu'il a, commençons par ce côté, est-ce qu'il appartient à B ou non? D'accord? Alors si x appartient à B. Premier cas, c'est x appartient à B. Le second, ça sera sa négation. X n'appartient pas à B. Alors que se passe-t-il lorsque x appartient à B? Ce côté-là, il vaut combien? Bien, c'est égal à 1. D'accord? Alors qu'en est-il pour le second? Alors pour le second, quelle que soit sa valeur, quelle que soit sa valeur, il est inférieur ou égal à 1. Ça, on le sait, d'accord? Il ne prend que les valeurs 0 ou 1. D'accord? Donc c'est toujours inférieur ou égal à 1. Et donc on peut écrire qui de A de x est inférieur à quoi? À qui B de x. C'est bon? Donc la première est acquise. Que se passe-t-il dans l'autre cas? Lorsque x n'appartient pas à B, alors qui B de x, elle vaut combien? Bien, c'est 0. D'accord? Qu'en est-il pour A? Alors si x n'appartient pas à B, puisque A est inclus dans B, aucune chance que le x appartienne à A. D'accord? Alors comme A est inclus dans B, x ne va pas appartenir à B, à A plutôt. D'accord? Et donc, qui A de x, A de compte ça non. D'accord? Elle vaut elle aussi 0. 0 qui est égal aussi à qui B de x. Ça, l'essentiel, c'est inférieur égal à qui B de x. C'est bon? Voilà, donc dans tous les cas, ça marche. Hein, c'est bon? Alors, donc on a bien montré notre implication. Passons à la deuxième question. A égale B équivalente à qui A de égale qui de B. Eh bien ça vient de la première question. Puisque A égale à B, on peut la traduire comment? Eh bien A égale à B, c'est une double inclusion. C'est A inclus dans B et B inclus dans A. D'accord? Alors la première, ça nous donne qui A inférieur à qui de B. Voilà, c'est inférieur ou égal. Quant à la seconde, et qui de B est inférieur ou égal à qui de A. C'est un indice. Non, c'est un indice. D'accord? Là, c'est inférieur ou égal.
Alors, qui A inférieur égal à qui de B, qui de B inférieur égal à A, ça nous rapporte notre qui de A égale qui de B. Voilà. La troisième, il n'y a pas grand chose à démontrer, d'accord? Puisque Hadouk est une chance en sens inverse. Alors, si soit on se fixe un x dans le grand ensemble, x dans E, d'accord? Et on calcule cette valeur-là chaque côté pour x. Alors là, c'est le x. Elle est égale à quoi? Bien là, x, ça dépend des cas. Alors si x, si x appartient à A, alors qui A de x est égal, qui A bar, pardon, est égal à 0, puisque x ne va pas appartenir à A bar. Il appartient à A, donc qui A de x, c'est 1 moins 1, et ça vaut 0. D'accord? Alors vous faites la même chose lorsque x n'appartient pas à A. Si x n'appartient pas à A, ça sera 1, puisqu'il appartiendra à A bar. Et là, ça sera un 0. Et donc, le total, c'est 1. Et donc, vous voyez que dans tous les cas, vous avez 1. Dans tous les cas, on a qui A bar de x est égal à 1 moins qui A de x. Ok? Donc ceci, quel que soit x dans E, ça montre que f est égal à g. Cette application-là est égale à ceci. Bien. Alors, c'est là maintenant. Alors, comme tout à l'heure, on va discuter les cas. On se fixe d'abord un x dans E. Alors, quels sont les cas à discuter? Bon, puisqu'on a A inter B, bon, on va commencer par A inter B. Si x appartient à A inter B, si x n'appartient pas à A inter B. Alors, que se passe-t-il dans le premier cas? Alors, comme tout à l'heure, on va calculer la valeur de chaque application en x. X est égal, et on calcule aussi ça en x. Alors que vaut qui A inter B? Eh bien, c'est 1, puisque x appartient à inter B. Qu'en est-il pour ça? Eh bien, c'est aussi 1. Pourquoi ça? Car vous avez le x qui appartient à A inter B, et le A inter B, c'est une partie de A. D'accord? Donc x, il appartient bien à... Ça, c'est une partie de A. D'accord? Bon, là encore, c'est la même chose. Ça vaut 1, puisque c'est le même argument. Car cette fois-ci est inclus dans B. L'intersection est inclue dans chaque partie. Voilà, donc le produit qui est A de B par qui de B de x est égal à 1, elle est donc égale à ça. D'accord? Ça,
A qui est de X. C'est bon? Alors on fait la même chose là. On va regarder ce qui se passe de chaque côté. Hein. Alors, x n'appartient pas à inter b, donc ça c'est 0. Hein. Alors, pour le a, raisonnons un petit peu là. Qu'est-ce que ça veut dire? X n'appartient pas à inter b. Il faut d'abord nier la phrase. X appartient à A inter B. Pardon, X appartient. À cette phrase-là, elle est équivalente à quoi? X appartient à A et X appartient à B. X appartient à B. De sorte que la négation, c'est quoi? X n'appartient pas à A inter B. Eh bien, on est en train de nier le et, ça devient donc hein, la négation des, ou la déjonction des négations. X n'appartient pas à A, ou X n'appartient pas à B. D'accord? Alors donc, puisqu'il y a une disjonction, on va discuter ce qu'est là. Hein. Alors, que se passe-t-il lorsque X n'appartient pas à A? Eh bien, si X n'appartient pas à A, celle-là est égale à 0. D'accord, c'est par définition, on n'a rien à justifier. Quant à cette valeur-là, ça ne nous intéresse pas, puisque le produit, lui, ce produit-là, hein, sera égal à 0. Pardon, égal à 0. D'accord? 0 fois, c'est toujours 0. Et donc, égal à quoi? À qui A inter B de X. Et on fait la même chose dans l'autre cas, lorsque X n'appartient pas à quoi? À B. D'accord? Si X n'appartient pas à B, bah c'est le même raisonnement, c'est juste pour le B là. Hein, donc on va prendre ça et le copier intégralement. Hein, on change ici, c'est le qui B de X cette fois-ci qui est égal à 0, mais toujours le produit égal à 0. Donc dans tous les cas, on a ça. C'est ça. Voilà. Ce qui vous permet de conclure hein, que qui A inter B est égal à qui A fois qui de B. Alors, pour cette relation-là, qui de A union B égale qui de A plus qui de B moins qui de A fois qui de B, on peut peut-être travailler intelligemment. Vous pouvez toujours travailler avec le X, mais je dirais qu'on a les choses déjà prêtes, puisque avec les lois de Morgan, une union A union B, c'est A union B, je peux... A union B, je peux le voir comme... Sinon, je passe au complémentaire. Hein. D'après la relation entre le complémentaire, je parle de cette relation-là. Nous dit que pour connaître qui de A, il suffit de connaître qui de A complémentaire ou l'Alex. D'accord? Kif kif. D'accord? Donc des fois, il suffit de passer au complémentaire. Hein. C'est ce qu'on va faire ici. On va donc passer
au complémentaire. Alors, complémentaire d'une union, c'est quoi? Eh bien, c'est l'intersection de quoi? Des complémentaires. C'est bon? Alors, la loi de Morgan nous dit que la complémentaire de la réunion, c'est l'intersection des complémentaires. Et donc, on va utiliser cette relation hein, pour déterminer le qui de A union B. Alors, qui de complémentaire de A union B est égal donc à est égal à qui de ça. Et donc là, on voit une intersection et on sait que le qui d'une intersection, c'est quoi? C'est le produit, d'accord? Le produit des fonctions caractéristiques. On l'écrit là. Oh non, c'est pas du tout ça. Donc là, j'efface ça. Et là, j'efface ça. Pardon. C'est bon? Alors, on sait que qui du complémentaire, c'est quoi? C'est le 1 moins qui de A. On fait la même chose là. Qui de B bar, c'est 1 moins qui de B. Alors, il suffit maintenant de développer là. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc en développement, on obtient ça. 1 moins qui de A moins qui de B plus qui de A qui de B. On a maintenant qu'à utiliser hein, la relation. On revient sur qui de A union B, c'est quoi? Bien, c'est 1 moins qui de A du complémentaire. Hein. Vous n'avez donc qu'à remplacer. Hein. Donc c'est 1 moins tout ce qui est là. Et ça vous laisse donc ce que vous voulez. C'est qui de A plus qui de B moins qui de A fois qui de B. Alors pour cet exercice, on donne une nouvelle opération sur les ensembles, à savoir ce qu'on appelle ici la différence symétrique. A privé de B, union B privé de A. Alors, vous voyez bien votre différence symétrique. Cette zone-là, c'est A privé de B. Cette zone-là, c'est B privé de A. Ce qui est en rouge là, c'est votre différence symétrique. C'est la réunion de ces deux-là. Et vous pouvez bien sûr, sur la figure, voir qu'on peut lui donner une autre écriture, non? Est-ce que quelqu'un peut écrire autrement? Eh bien, sur la figure, on voit que c'est tout l'ensemble là qu'on va priver de cette partie-là. Tout l'ensemble là, c'est quoi? Eh bien, c'est A union B. A union B. D'accord? Privé de quoi? Eh bien, privé de cette zone-là en blanc. Eh bien, ça, c'est A inter B. D'accord? C'est A inter B. D'accord?
Bien sûr, vous pouvez montrer la chose rigoureusement, hein, avec les x. Hein, si vous prenez un x là, vous démontrez clairement qu'il est là, et réciproquement, si vous passez par les équivalences, hein, vous faites ce que vous voulez. Alors, l'essentiel pour moi, c'est de progresser un petit peu. Alors, on peut partir de cette alors là, je n'ai fait que remplacer le A delta P par ce qu'on vous donne ici dans la définition. C'est A privé de B, union B privé de A. Et donc là, on est face à quoi? À une réunion. D'accord? Alors, on vient de voir que qui de la réunion, c'est quoi? C'est la somme en moins qui de A fois qui de B, vous vous souvenez là? D'accord? Donc on va recopier ça, mais sans le 2. Il n'y a pas de 2 ici. Et les ensembles en question, donc là, c'est A privé de B, au lieu de A, et B privé de A, au lieu de B. C'est bon? Bien. Alors là, pour les ingrédients, donc là, je n'ai fait qu'appliquer la propriété concernant l'application caractéristique d'une réunion. Hein, d'accord? C'est la somme de qui moins le produit là. Alors les ingrédients ici, vous voyez bien qu'il s'agit de A privé de B, privé de B privé de A, il s'agit de la même chose. Hein. Donc il est utile de donner une autre écriture là à cette application caractéristique en fonction de qui A et qui de B, comme on l'a fait pour les autres. D'accord? Bon, alors avant de commencer, peut-être qu'il faut donner un autre sens à A privé de B. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre écriture pour cet ensemble? C'est quoi A privé de B? Eh bien, on peut le voir. A privé de B, c'est cette zone-là. D'accord? A privé de B, c'est ça. Alors, on peut le voir comme étant tout le A, tout cet ensemble privé de cette zone en blanc. D'accord? Donc, c'est A privé de A inter B. Hein. Voilà une autre écriture, non? C'est A, pardon, c'est A privé de A inter B. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner une autre écriture toujours pour le A privé de B? Bien, si vous êtes dans un grand ensemble, si cet ensemble-là, ce qui est au carré comme ça, je l'appelle E. Hein. Bien, le B bar, vous le voyez, le B bar c'est tout ça. D'accord? Ça c'est B bar. Hein. Bien, je peux voir que le A, cette zone A privée de B, c'est quoi? C'est tout le A inter en B bar, non? A inter B bar, le complémentaire de B. Complémentaire de B. D'accord? Chose qu'on peut voir avec les X. Hein. Si vous écrivez X appartient à A privé de B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X appartient à A et X n'appartient pas à
à B. X appartient à A. X n'appartient pas à B s'il n'est pas dans B, il sera dans le complémentaire de B. D'accord? Donc tout ça, ça veut dire que X appartient à A et X appartient à quoi? Au complémentaire de B. J'ai donc le droit de remplacer A privé de B par quoi? Par A inter B bar. Donc on est face à l'application caractéristique de quoi? Encore une fois d'une intersection, et on avait dit que c'est le produit des applications caractéristiques. D'accord? C'est bon? C'est qui de A fois qui de B bar. Et qui de B bar, c'est quoi? C'est 1 moins qui de B. D'accord? Moins qui de B. Alors, ceci nous permet d'écrire la même chose pour qui de B privé de A. Ce sera donc qui de B, facteur produit de 1 moins qui de A. Donc, on est en mesure de revenir là et de continuer l'écriture de cette application caractéristique. Ce sera donc qui de A privé de B qui lui est égal à ça. Alors, je me demande si je n'ai pas intérêt à développer. Bon, on verra bien ça. Donc plus qui de B privé de A, c'est-à-dire ça. D'accord? Moins le produit de tout ça. D'accord? Alors, donc ça sera ça fois ça. Ok. En faisant attention aux petits calculs là, en développement, voilà ce qu'on obtient. Et on continue. Alors là, égal. Alors on a des carrés là, c'est bon? Carré de qui de A, carré de qui de B, etc. Là. Bon, il est utile de faire la remarque suivante concernant ce carré-là. Remarque que vaut le carré d'une application caractéristique à votre avis? On revient sur la définition. La voici. Alors, si x appartient à A, qui A est égal à 1. Alors, le carré de 1, c'est 1. Donc, c'est aussi qui de A. C'est bon? Si x n'appartient pas à A, c'est 0. Et 0 au carré, c'est aussi 0. Donc, qui A de A carré au carré est égal à qui A. C'est bon? Ça y est, on retiendra ça. Le carré de qui de A, c'est qui de A. D'accord? Bien. Donc, on revient sur notre... Bon, je vais écrire tout ça. On termine les calculs là. Alors, qui A de A carré, ça sera donc qui de A. Qui de B au carré, ça sera qui de B. Et là aussi. Ok? Donc ça se simplifie avec ça. Et là, ça nous laissera moins 2 fois qui de A. C'est ce qu'on voulait. Ok, voilà, c'est terminé donc pour cet exercice. Alors pour l'exercice 11,
des relations ensemblistes. Hein. Première question, le complémentaire de A union le complémentaire de B est égal complémentaire de A inter B. Bon, x bar, ça désigne le complémentaire. Hein. Alors, comme on a montré ça, bien, il suffit de reconnaître la forme. Là, on est face au complémentaire d'une réunion. D'accord? Alors, le complémentaire d'une réunion, c'est quoi? C'est l'intersection des complémentaires. D'accord? C'est l'intersection des complémentaires. Okay. Bon, sauf que là, le complémentaire de quoi? Le complémentaire de B bar. Donc j'ai encore besoin d'une barre au-dessus. Voilà. Alors le complémentaire de complémentaire, d'accord, propriété, ben c'est le B. D'accord. Donc rien à démontrer ici, hein. Chose facile. Hein. Passons à la deuxième question. On peut démontrer notre équivalence en utilisant l'application dans les deux sens. Commençons par ce sens-là. Hein. Donc on suppose que vous avez ça. Supposons que ça. Qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que C est inclus dans A. D'accord? Montrons que C est inclus dans A. Alors, comment démontrer ça? On a déjà le C est inclus dans A union B. Alors, il y a des gens qui vont dire donc C est inclus dans A ou C est inclus dans B. Est-ce que c'est correct ça? A union B كيقول لك l'union هي ال ou donc j'ai le droit d'écrire ça. Bien ça c'est faux. D'accord? Alors avec les X, vous comprendrez pourquoi on n'a pas le droit de faire ça. La première phrase, C est inclus dans A union B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit X dans C, X est dans A union B. Ça veut dire X appartient à A ou X appartient à B. C'est inclus dans A, quel que soit X dans C, X appartient à A. C'est inclus dans B, quel que soit X dans C, X appartient à B. Vous voyez bien vos deux phrases là. Celle-là. Pardon. Bon. Alors, je suis en train de parler de ça. Regardez, cette phrase-là, c'est ce que vous voyez là. Cette phrase-là, c'est ce que vous voyez ici. D'accord? S'agit-il de la même phrase? Eh bien, vous n'avez qu'à regarder votre premier exercice de la série. On avait dit que les deux propositions ne sont pas équivalentes en général. C'est bon?
Donc on fait très attention à ça. Hein. On n'avait pas le droit d'écrire ça. C'est OK? Donc j'efface tout ça. C'est bon? Alors, on veut démontrer que C est inclus dans A. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on a deux cas, soit le X est dans A, soit le X est dans B. D'accord? On a voilà, c'est ça. X appartient à A, X appartient à B. Donc deux cas se présentent, soit le X est dans A. Hein. Si X est dans A, c'est ce qu'on veut. Hein. Donc si X appartient à A, c'est gagné. Hein. Bon, on va l'écrire comme ça. Hein. C'est gagné. Pourquoi pas gagner, c'est pas comme ça. Ça, c'est gagner. Sinon, si le X appartient à B, on va faire un petit raisonnement pour montrer que le X appartient à A. Alors, si X appartient à B, qu'est-ce qu'on aura? J'ai quel renseignement j'ai sur le X? J'ai X appartient à C. Et là, je suis face à X appartient à B. Donc, on va conclure que le X appartient à quoi? On aura X qui appartiendra à C. Et il appartient à B, ça veut dire qu'il appartient à l'intersection de C et B. Alors, comment pousser le raisonnement? Quel renseignement attention sur inter B? Ben, on a C inter B est inclus dans A inter B. C'est bon? Donc, on va conclure que X appartient à quoi? À A inter B. Donc, X appartient à A inter B. C'est pas inclus, mais appartient. Alors, X appartient à A inter B, et on veut appartient à A, donc on n'a qu'à enchaîner avec le fait que ça, c'est dans A. Ça y est, donc vous voyez bien, le X appartient à A, là. Ça y est, c'est gagné. Alors, l'autre sens maintenant, on suppose que cette fois-ci que C est inclus dans A, et on démontre l'autre sens. Entrant l'autre. Alors, pour la première, pourquoi est-ce que C est inclus dans A union B? Bien, tout simplement parce que le A est une partie de A union B. C est inclus dans A, et A, c'est une partie de A union B. Donc, la transitivité de l'inclusion nous permet de dire que C est inclus dans A union B. Ça y est? Qu'en est-il pour la deuxième maintenant? Pourquoi est-ce que C inter B est inclus dans A inter B? Ben, il n'y a rien à démontrer. C'est inclus dans A, d'accord? Et on a composé avec le B par l'intersection des côtés. La chose est tellement évidente, il n'y a rien à démontrer ici.
Ok. Alors, qu'en est-il pour la dernière équivalence? A inter B égale A inter C, ça nous donne A inter B bar égale A inter C, C bar. D'accord. Alors, j'aurais préféré mettre en évidence l'importance des applications caractéristiques. Donc, je vais travailler avec les applications caractéristiques, c'est mieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? Deux ensembles sont égaux si seulement si leurs applications caractéristiques respectives sont égales. D'accord? Donc, qui de A inter B est égal à qui de A inter C. C'est bon? Voilà. Alors, qui de l'intersection, qu'est-ce qu'on avait dit? Qui de l'intersection, c'est quoi? Eh bien, c'est le produit des qui? Le produit des applications caractéristiques. C'est bon? Bon, je rectifie ça. D'accord, donc on avait dit qui de l'intersection, c'est quoi? C'est le produit des qui. Voilà ce que je n'ai fait qu'utiliser ma propriété des deux côtés. Hein. Ça c'est qui de A fois qui de B. Là c'est ça qui de A fois qui de C. D'accord? Passons à l'autre égalité, l'autre côté là. C'est bon? Alors, quand est-ce qu'il y a égalité? La même chose. Les applications caractéristiques sont égales. On efface toujours à une intersection. J'applique la règle du produit. Voilà. Et là, on a